Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la commande ping qui est vraiment indispensable et à connaître pour toute personne qui travaille dans l'informatique. Donc je vais tout d'abord vous présenter le protocole ICMP puisque la commande ping utilise le protocole ICMP. Je vais vous expliquer ensuite à quoi peut servir la commande ping. Et puis nous partirons bien sûr dans une phase de démonstration avec quelques exemples tout simples de ping et surtout on finira par une capture de paquet, une analyse de trame à partir du logiciel Wireshark pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau d'un réseau lorsque l'on utilise la commande ping. Alors si vous êtes prêts, il ne vous reste qu'une chose à faire avant de continuer si ce n'est pas déjà fait, c'est vous abonner à la chaîne YouTube. Commençons par quelques mots au sujet du protocole ICMP qui va permettre sur un réseau IP de suivre l'émission du paquet. Donc quand une machine va envoyer un paquet, eh bien, grâce à l'ICMP, elle peut avoir un retour d'information pour savoir si le paquet est arrivé à destination ou non. Alors, le protocole ICMP est rarement implémenté en fait au niveau des applications utilisées par les utilisateurs finaux, notamment parce qu'on va utiliser d'autres protocoles comme directement les protocoles applicatifs qui peuvent avoir ces capacités-là. Par contre, le protocole ICMP est très populaire au sein de différents outils de diagnostic, notamment au niveau du réseau, comme c'est le cas de ping et de traceroute. Donc ping que nous allons voir aujourd'hui. Alors, on pourrait se dire, mais ICMP c'est un peu comme un protocole de transport. Eh ben non, l'ICMP n'est pas un protocole de transport, contrairement à TCP/UDP. Là-dessus, il faut vraiment bien faire la distinction. Alors après cette brève introduction au protocole ICMP, je vous propose de voir à quoi sert la commande ping. À la fois basique et indispensable, la commande ping va pouvoir servir à plusieurs choses. Il y a différents exemples, j'en ai mis 3 à l'écran qui sont vraiment pour moi très utiles et qu'il faut connaître en tant que technicien, qu'administrateur réseau ou même administrateur système. Tout d'abord, c'est le fait de pouvoir tester la communication entre deux équipements connectés à un réseau. Par exemple, on va pouvoir tester si à partir de notre ordinateur local, on peut communiquer avec un autre ordinateur connecté sur le même réseau, si on va pouvoir communiquer avec le routeur, c'est-à-dire la box par exemple que l'on a à la maison, ou si l'on va pouvoir communiquer avec un site internet par exemple. Donc la commande ping va nous permettre de tester la communication entre deux autres d'un point de vue réseau. Si le paquet que l'on envoie à destination de la machine distante, du service distant, revient bien avec un certain état au niveau de la machine locale, on peut dire que la communication entre les deux autres est opérationnelle d'un point de vue réseau, d'un point de vue routage, il n'y a pas d'anomalie à ce niveau-là. Donc voilà un premier exemple. Ensuite, on va pouvoir mesurer la fiabilité d'un réseau à un instant T, puisque si l'on envoie différents pings à destination d'une machine distante et qu'à chaque fois on a une réponse, si on voit que si l'on envoie 10 pings et que sur les 10 pings on reçoit seulement 5 réponses, on peut se dire qu'il y a une perte de 50%. Donc ça peut être la signification qu'il y a un problème sur le réseau, un problème de fiabilité, de stabilité, peut-être à cause d'un équipement en face qui est surchargé ou un problème sur un équipement réseau qui se situe entre ma machine et l'autre distant. Ensuite, on va pouvoir aussi mesurer la latence, puisque lorsque l'on va faire un ping entre une machine A et une machine B, le temps de transfert, c'est-à-dire le temps que met le paquet à faire l'aller-retour, ça va être mesuré, on va obtenir un temps en millisecondes, et ce temps va nous permettre d'évaluer la latence. Si par exemple, le ping met 1 seconde à atteindre une machine et à revenir, c'est qu'il y a un problème de réseau, puisque normalement c'est censé être quelques millisecondes. Donc grâce à ça, on va pouvoir se dire tiens, peut-être que là le réseau il est surchargé. Et après on va pouvoir regarder mais pourquoi le réseau est surchargé. Là on va s'appuyer sur d'autres outils. Mais ping est vraiment indispensable pour effectuer un premier diagnostic
lorsqu'il y a des problèmes réseau en complément d'autres outils comme Traceroute. Alors le ping c'est bien, on envoie des paquets vers une machine, elle nous répond, ou pas d'ailleurs, ça permet d'évaluer différentes choses, mais comment ça fonctionne le ping? Eh bien, lorsque l'on utilise l'outil ping et que l'on envoie un ping, on va dire, vers une machine distante, eh bien, on va générer un paquet ICMP. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé du protocole ICMP, puisque le ping s'appuie vraiment sur le protocole ICMP, lui-même basé sur un datagramme IP. Et donc, ce paquet ICMP va intégrer différents champs, comme on peut le voir ici sur le schéma. Lorsque je vais émettre un ping vers un serveur, par exemple comme ici, eh bien je vais intégrer à ce paquet un message de type echo request. En gros, c'est une demande de communication. En gros, allô, est-ce que tu me reçois, quoi, on peut dire ça comme ça. Et ensuite, l'autre distance, s'il reçoit bien le ping et qu'il est capable d'y répondre, il va envoyer une requête ICMP également avec le message echo reply. En gros, il dit oui, je t'ai bien reçu et je t'en envoie la preuve. Et si la réponse atteint bien le poste client, bah c'est que la communication est opérationnelle. On peut voir que ce paquet va contenir différents champs. Au niveau de ces champs, on va avoir notamment le code et le type, comme on peut le voir ici. Le type 8 et le code 0, et là type 0, code 0. Alors en fait, il y a tout un tableau de correspondance, puisque chaque paquet ICMP va contenir un code et un type, en plus d'autres champs, comme le TTL notamment, sur lequel je vais revenir après. Au niveau des types et des codes, on peut voir ici qu'il y a à chaque fois une signification bien précise. Quand j'envoie un paquet avec le type 8, on peut voir c'est une demande d'écho, et le code donc c'est 0, parce que quand le paquet est de type 8, il n'y a qu'un code. Donc vous avez ce tableau qui peut vous aider, voilà, à comprendre les différents états lorsque vous faites une analyse de trame de paquets ICMP. Alors, après cette introduction théorique, je vous propose maintenant que l'on passe sur la partie démonstration. Me voici connecté sur une machine Windows 11 avec ici une console PowerShell à gauche, tout en sachant qu'on peut utiliser l'utilitaire ping donc, qui est inclus à Windows via l'invite de commande Windows PowerShell ou PowerShell. Et à droite, une machine donc sous Linux et avec la distribution Kali Linux via WSL, donc on va dire virtualisée entre guillemets, directement à partir de ma machine Windows 11. Donc on va commencer par faire un ping tout simple. Donc on va faire ping et derrière on met l'adresse IP ou le nom de domaine de l'hôte qu'on veut pinguer. Là il s'agit d'un serveur DNS de chez Cloudflare, un DNS public. Et donc on peut voir que quand j'ai lancé cette commande, j'ai eu 4 donc envoi d'une requête ping, voilà, vers 4 x 1, et j'ai eu 4 réponses. En fait, Windows, quand on fait la commande ping, il va systématiquement envoyer 4 pings tour à tour. Donc c'est pour ça qu'après 4 pings, ça s'arrête. Au niveau de cette sortie, on a plusieurs informations intéressantes. Tout d'abord, on voit qu'on a une réponse. Donc ça veut dire que là, on a eu l'echo reply que je vous parlais tout à l'heure, que l'on a bien reçu au niveau de la machine Windows. Octet, donc ça c'est la taille du paquet ICMP que l'on a envoyé. Temps égale 4 millisecondes. Donc en gros, c'est le temps qui s'est passé entre le moment où j'ai envoyé mon ping et que j'ai bien reçu la réponse. Donc ça nous donne vraiment le temps aller-retour pour communiquer avec cette machine. Et le TTL, en fait, c'est là, on va dire, la durée de vie du paquet ICMP qui a été envoyé sur le réseau. Sous Windows, lorsque l'on fait un ping, le TTL, par défaut, il est fixé à 64. Donc, il est fixé à 64, et là, on peut voir que j'ai 54. Et bien, en fait, cette valeur, ce TTL, il va évoluer avec le temps, il va évoluer tout au long de la transition du paquet sur le réseau. Et plus précisément, à chaque fois que le paquet va passer au travers d'un routeur, c'est-à-dire que quand je vais aller communiquer avec le serveur Cloudflare qui est sur Internet, que je vais passer la box pour aller sur Internet, eh bien, le TTL va être décrémenté de 1. Donc de 64, il va passer à 63. Et quand il va arriver après sur la suite de l'infra, côté opérateur, côté Cloudflare et tout ça, eh bien à chaque fois le routeur va retirer 1 au TTL
Et donc ça permet un petit peu de voir, on va dire, le nombre de sauts au niveau du réseau qu'il y a à faire avant d'atteindre l'hôte distant. Ce TTL, si jamais il arrive à 0, eh bien le paquet est détruit, en fait il ne reste pas à traîner sur le réseau. Donc sous Windows, c'est 64 la valeur par défaut, mais cette valeur peut évoluer, généralement soit 64 ou 128, comme ça peut être le cas sous Linux. Là on a plusieurs informations, des statistiques qui sont particulièrement intéressantes lorsque l'on va s'intéresser à tout ce qui est fiabilité et latence. Tout d'abord, on a donc le nombre de paquets envoyés 4, comme je vous disais, on en a reçu 4, donc forcément on en a perdu 0, et ici on a la perte. Donc dans le cas où on aurait une perte qui serait de 15-20% ou même plus, eh bien on peut commencer à se dire qu'il y a un problème sur le réseau, il y a un problème quelque part, ou peut-être même de disponibilité au niveau de l'hôte distant. Enfin voilà, c'est des valeurs statistiques très importantes. Et là on a donc le temps en millisecondes avec la valeur minimale, maximale, et la moyenne. Donc là, ça permet aussi d'évaluer la latence au niveau du réseau. C'est notamment une valeur importante. On voit le ping, notamment si vous jouez aux jeux vidéo en ligne. Bien souvent, vous avez l'état du ping avec une valeur en millisecondes. Et quand ça commence à monter à 80-100 millisecondes, on peut ressentir une certaine latence au niveau du jeu, en comparaison des personnes qui auront un ping beaucoup plus faible. La commande ping intègre différentes options. Si je refais la même commande avec un -t, et bien cette fois-ci, je vais envoyer un ping de manière illimitée. On va voir que les pings s'enchaînent, j'en ai plus 4. Là, c'est indéfini, c'est à moi d'arrêter. Quand j'ai envie de dire stop, ok, j'ai envoyé assez de ping, je vois à peu près ce qui se passe, j'ai suffisamment d'informations pour évaluer la situation. Donc voilà un petit peu pour on va dire les deux manières d'utiliser ping principales, avec le -t ou sans le -t depuis une machine Windows. Maintenant, si je passe sur la partie Linux, que je fais un ping pareil vers 111, je suis obligé de mettre sudo et je ne suis pas connecté en route sur la machine. Et on peut voir qu'on a à peu près les mêmes informations, pareil avec le TTL, le temps qui s'affiche directement ici, même un peu plus précis que Windows. Et là on peut voir que ça ne s'arrête jamais. En fait sous Linux le -t il est implicite, c'est à vous d'arrêter le ping quand vous le souhaitez. Et après on a à peu près les mêmes statistiques avec le pourcentage de paquets perdus notamment, le temps total et ici la partie moyenne de temps de réponse. Je vous propose désormais de passer à l'analyse de paquets ICMP avec Wireshark. Alors nous allons analyser le contenu des paquets ICMP lorsque l'on réalise un ping. Donc j'ai démarré Wireshark, je vais cliquer sur Capture et Options. On va sélectionner l'interface réseau sur laquelle on veut capturer les paquets et on peut ajouter un filtre. Pour le filtre, on peut filtrer sur l'adresse IP source. Comme ça, je vais vraiment prendre que les échanges entre ma machine locale et mon serveur distant. Mais on peut aussi faire directement un filtre sur ICMP pour récupérer uniquement les paquets ICMP. On lance la capture, je bascule au niveau de ma machine, enfin de ma console PowerShell, et je vais faire un ping vers un serveur qui est mon serveur Active Directory de mon lab. Et là on va voir ce qui se passe, on peut voir derrière qu'il se passe des choses. Donc Windows a envoyé ses 4 paquets et ça s'arrête. Derrière je vois que j'ai 8 paquets. Donc j'ai à chaque fois le paquet ICMP que j'ai envoyé à l'autre distant, donc j'ai bien mon echo request à chaque fois, et on peut voir le retour. D'ailleurs ici Wireshark me met bien les flèches aller-retour pour me faire la correspondance entre les paquets. J'ai mon echo reply, donc ça prouve que l'autre distant, on peut voir d'ailleurs son adresse IP, m'a répondu à l'ensemble de mes pings, donc ce qui me donne bien un total de 8 paquets ICMP. Tout à l'heure, pendant la phase théorique, je vous parlais du type et du code. Et bien si l'on sélectionne un paquet, par exemple le premier, que l'on regarde ici la partie ICMP, donc la partie qui est ici, on voit bien le type 8 et le code 0, comme je vous l'expliquais tout à l'heure via le tableau et mon petit schéma. Donc on peut voir que le type 8 et le code 0, ça correspond bien à l'echo request, et si je bascule sur l'echo reply, j'ai bien un type 0 et un code 0. Donc on peut voir que chaque paquet ICMP contient bien ces différentes informations pour ajuster le type de message en fonction des événements.
Afin d'ajouter un suivi au niveau des paquets ICMP, notamment pour que l'hôte local, quand il reçoit une réponse de l'hôte distant, il sache, en gros c'est une réponse mais par rapport à quel ping, puisqu'on peut en envoyer plusieurs en même temps, ou même plusieurs vers différentes machines et tout ça. Et pour assurer ce suivi, on peut voir au niveau de chaque paquet ICMP que l'on a un identifieur et un sequence number. Donc on a ces deux valeurs, le 1,256. Si je regarde au niveau de la réponse, je vais bien retrouver 1,256 et le numéro de séquence 80 20736. Ça permet d'identifier à la fois l'hôte distant et cet échange de paquets ICMP. Donc je retrouve bien ici, vous voyez exactement les mêmes valeurs au sein de la réponse. Par contre, si je passe au deuxième ping, on peut voir que je suis passé à 82 20992. Donc ce numéro-là, il a vraiment évolué. Et au niveau de la réponse d'après, je vais bien retrouver exactement ces mêmes valeurs. Donc ce qui permet à ma machine locale de vraiment faire une suivi et une correspondance au niveau des échanges de paquets ICMP, en l'occurrence ici, via l'utilitaire ping. Maintenant, si je relance une capture, comme ceci, je vais relancer une capture de 0 et je vais pinguer une machine qui n'existe pas. Par exemple, ping 1, 2, 3, 4. Voilà, on va voir ce qui se passe derrière dans Wireshark. Donc déjà, on voit ici que c'est un petit peu long. Voilà, délai d'attente de la demande dépassée. Donc là, ma machine a envoyé un ping, echo request, mais je n'ai pas eu de réponse. Et on peut voir dans Wireshark, une fois que le processus sera terminé, eh bien que je n'ai que 4 paquets, puisque cette fois-ci, je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai bien ici no response found. Et là, no response seen. Donc en gros, on me dit l'hôte local n'a pas obtenu de réponse de la part de l'hôte distant. Il y a notamment une attaque assez connue, c'est le ping flood, où en fait on va inonder une machine de paquets ICMP avec le message echo request. Donc en gros on imagine, on fait des pings en boucle sur une machine à partir d'une seule machine ou même d'un ensemble de machines, et on va pouvoir faire un déni de service sur la machine que l'on cible, à condition d'avoir une capacité plus importante que la machine en face, pour en fait arriver à la saturer en lui envoyant tellement de paquets ping qu'elle n'arrivera plus à traiter les paquets. Donc pour ça, on va pas forcément utiliser l'utilitaire ping natif que l'on vient de voir, mais des outils qui vont pouvoir faire des pings un peu plus évolués, un peu plus en force, et notamment en simultané, pour justement créer cette attaque et générer un déni de service sur l'hôte distant. Voilà, cette vidéo au sujet de la commande ping touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, vous avez pu découvrir un petit peu plus en détail le protocole ICMP, notamment au niveau de son fonctionnement. J'imagine que certains d'entre vous connaissaient déjà la commande ping et l'ont peut-être déjà même utilisé. En tout cas, je pense que c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin et de regarder vraiment ce qui se passe au niveau du réseau et de savoir vraiment comment ça fonctionne, au-delà de savoir utiliser la commande en elle-même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. On se retrouve rapidement pour la suite. Ciao!